Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Rachet, je suis chef produit à Perfect Memory et je bénéficie de 15 ans d'expérience dans les technologies sémantiques. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Perfect Memory est un éditeur logiciel qui vise à garantir un accès continu aux actifs numériques de l'entreprise pour en assurer l'exploitation rapide et optimale pour tous. Donc, à Perfect Memory, nous sommes partis de cet état de fait pour construire notre solution. Et cet état de fait, c'est celui-ci. La donnée est partout, mais la donnée seule est inutile. Et oui, la donnée a un problème, et malheureusement, peu de personnes en ont conscience. On va l'illustrer par l'exemple, ce problème de la donnée. Prenons cet exemple. Nous sommes dans le contexte d'une opération de communication pour une entreprise et Cédric, responsable à la com, demande « Je cherche le document où nous présentons notre activité avec Thalys ». Au même moment, toujours dans ce contexte, le photographe de l'équipe demande « Est-ce que vous pouvez m'envoyer les dernières photos prises de la voiture première classe ?» Au même moment, le responsable du design demande où il peut trouver la dernière version du tableau Excel. Et enfin, la responsable marketing va nous demander qui a la photo du train en gare nécessaire à notre publication. Cet exemple très simple, aujourd'hui, finalement, c'est une situation très commune, récurrente. Et bien souvent, le problème transversal est que ces personnes ont de grandes difficultés à retrouver ce qui a été créé pourtant par les pôles de la même entreprise. Ils sont obligés de demander explicitement aux autres départements pour retrouver ce qu'ils cherchent, ce qui révèle le problème principal de la donnée. Chercher par la donnée, ça revient à faire ça. Ça revient à chercher quelque chose dans une chambre pas rangée. Et on est tous familiers avec ça. On a des difficultés à chercher, on a des difficultés à trouver notre donnée dans cette chambre pas rangée, on ne sait pas où chercher. Et le pire, c'est qu'il faut avoir conscience que ce problème de données est non seulement présent à l'échelle d'un département, comme le département communication ici, mais il est surtout présent à l'échelle de l'entreprise, puisque chaque département va bien souvent raisonner en silo. Donc nous sommes, basiquement, dans cette situation. Tout ce qui est produit avec une approche data et uniquement data fait ressembler les actifs de l'entreprise à ça. Une multitude de chambres non communicantes, non rangées, avec des accès privés et où il est difficile pour tous d'accéder et d'exploiter cette donnée. Bon, très bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont conscience de ce problème et donc une solution, malgré tout, est récurrente. Cette solution récurrente pour pallier à ce problème, c'est aujourd'hui, bien souvent celle-ci, mettre en place un data lake. Et oui, ces données disparates dans des chambres différentes, on va tous les agréger, on va tous les rassembler dans une même pièce pour répondre déjà, on va dire, à plusieurs problématiques qu'on peut résumer sous cette forme qu'on appelle les 3 V. On va résoudre des problématiques de volume avec un data lake, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre énormément de données dedans. Ça peut être gigantesque, donc très bien, ça c'est résolu. Le deuxième, c'est la variété. Et oui, un data lake est fait pour accueillir une diversité importante de données. Et enfin, la vélocité, un data lake est fait pour traiter ces données de manière extrêmement rapide. Mais le concept du data lake, on le sait, n'est pas le partage. C'est la centralisation de la donnée en un seul endroit. Ça permet donc de résoudre, disons, ce point. Très bien, nous savons où se trouve la donnée maintenant. Mais quand on fait ça, quand on met en place un data lake, finalement, on n'a fait que la moitié du chemin. Et oui, parce que ce qu'on a fait, c'est ça. C'est qu'on a effectivement tout mis dans une même pièce. Et du coup, la donnée, elle reste accessible de cette manière, c'est-à-dire de manière pas rangée. En fait, le data lake, c'est votre grenier. Vous savez que c'est là, mais à chaque fois que vous devez chercher quelque chose, c'est pénible de retrouver les affaires.
Donc si vous vous arrêtez là, en fait, en réalité, c'est parce que vous avez oublié quelque chose de primordial, c'est l'intelligibilité de la donnée. Et vise-t-on l'accessibilité sans l'intelligibilité? Ben, c'est tout le problème qu'on cherche à adresser. Revenons à notre exemple. Notre ami photographe cherche à accéder à des photos d'une voiture première classe. Très bien, il formule sa recherche. On a des photos de la voiture première classe et on lui renvoie pas de résultat. On est tous habitués à ça, on a une recherche bien en tête, on n'obtient pas nos résultats. Et bien souvent, il y a deux cas de figure qui se présentent. Si on n'a pas de résultat, ben, la première réponse, c'est qu'il n'y a aucun document qui n'existe. Ah, oui, vous avez cherché, vous n'avez pas de résultat, il n'y a aucun document qui existe. Mais quand vous êtes persuadé, mais si, je suis certain qu'on a des photos de cette voiture première classe, eh bien la raison du no-résulte est bien souvent que la donnée qui a été saisie pour rechercher n'existe pas dans la base. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, tous? Eh bien, on va changer les données de la recherche en espérant, cette fois, avoir un résultat. Que cela révèle-t-il? Que nous avons tous l'habitude de rechercher selon les données qui sont effectivement présentes. Et quand je n'ai pas de mes résultats, ma première conclusion, c'est que ma recherche a été mal formulée. Pourtant, ce sont mes mots. Nous sommes habitués à ce que les données stockées, ce soit elles qui dictent notre façon de chercher. Donc, au lieu d'une approche orientée métier, nous sommes dans une approche orientée data. Et malheureusement, ça ne sert pas les métiers de raisonner de cette manière. Donc, ce qui nous amène finalement à cet état de fait que la donnée seule est inutile, il faut l'accompagner d'intelligibilité. Alors, comment on amène de l'intelligibilité à la donnée? Eh bien, on va continuer sur notre exemple. Prenons l'exemple de la photo de train que notre ami photographe cherche. Que peut-on dire de cette image? Que c'est une voiture de train, qu'il y a un 1 affiché ici, et je sais qu'en tant qu'usager de train, c'est la classe de la voiture qui est indiquée. Je vois Bruxelles écrit à l'envers ici, donc je peux commencer à déduire pas mal de choses. Et en réalité, moi, en tant qu'humain qui consulte cette image, je suis capable de déterminer énormément d'informations de cette donnée brute. Ce qui est important d'assumer, c'est qu'en réalité, en tant qu'humain, finalement, il y a plusieurs niveaux d'informations auxquels on accède sur un exemple comme celui-ci. En effet, derrière donc, ces réponses se cachent différents niveaux de la pyramide dite des connaissances, aussi appelée la Data Information Knowledge Wisdom Pyramid. Plus vous montez dans les niveaux de la pyramide, et plus vous êtes en mesure de comprendre. Et vous voyez que le niveau 1, si j'ose dire le niveau 0, c'est celui de la data. Et effectivement, sur cette image, la data, c'est 1, 3 et ces lettres mises côte à côte. Ça, c'est la data. Ce ne sont que des symboles. Et quelle est la différence avec le niveau information, qui est donc l'étage du dessus? Eh bien, le niveau information, c'est un couple. C'est la donnée brute, mais cette fois associée à sa signification. L'information, c'est le niveau qui lève les ambiguïtés. Ce n'est pas la donnée 1 qui m'intéresse, mais le fait que ce soit une voiture de première classe. Et c'est mon expérience d'usager des trains qui me permet de le déterminer. Ce qu'il faut donc injecter au système de stockage de données, c'est, appelons-la comme ça, l'expérience. On appelle ça le contexte, qui obéit à ces règles d'interprétation. Une information, en réalité, c'est une donnée immergée dans un contexte d'interprétation. Et une fois que nous avons ces informations, sans ambiguïté, intelligibles, nous ouvrons la voie à une gestion dite de la connaissance. Par exemple, le fait que ce train est un Thalys, que nous sommes en gare, et comme c'est la première classe, que le billet doit vraisemblablement être plus cher. En réalité, c'est la convergence entre les informations disponibles et celles qui constituent l'expérience du contexte qui constitue ma connaissance. Et en réalité, ça permet de déduire, de révéler des informations fortement implicites. Grâce à notre expérience, nous savons tout ça. Mais la machine ne le sait pas, le système de stockage ne le sait pas. Ce train est un Thalys, nous sommes dans une gare, et comme c'est la première classe, ce billet doit être plus cher. Tout ça, ça constitue finalement notre réseau de connaissances. Gérer la connaissance, en une phrase, c'est rendre explicite
tout l'implicite que nous pouvons déterminer, nous, en tant qu'humains expérimentés. Et finalement, la sagesse, qui est le dernier niveau de la pyramide, c'est le niveau qui nous permet de prendre des décisions, comme le fait que cette voiture est bien la mienne et que je peux prendre le train. Donc avec cet exemple, ce qu'on cherche à révéler ici, c'est que ce qui est fondamental, c'est que la donnée seule n'est qu'un symbole. Et un data lake, c'est un stockage de symboles, comme toute base de données, comme le nom l'indique. C'est du stockage de symboles. Et ces symboles, s'ils ne sont pas présents en base, si je recherche avec ces symboles, je n'obtiendrai jamais de résultat. Donc ce que nous devons considérer, c'est enfin de stocker systématiquement le couple évoqué précédemment, c'est-à-dire le symbole accompagné de sa signification, de ses clés d'interprétation, autrement dit, l'information. Et les solutions basées sur les technologies sémantiques sont construites de cette manière. Nous pouvons enfin, grâce à ces technologies, stocker non pas uniquement les symboles, mais l'information. Très bien, ce qui nous amène du coup à cette phrase, c'est ne laissons plus la donnée seule. Et maintenant, on va pouvoir résoudre ce problème de la donnée. Alors, comme on le disait précédemment, l'enjeu est de rendre tout implicite explicite. Et donc, pour expliciter cet implicite, ce que nous faisons en réalité, c'est construire un réseau d'informations, et ce, de manière collaborative. Par exemple, les données initiales de l'image, couplées à des outils d'analyse d'image, vont permettre d'identifier de nouvelles données, comme le fait qu'il y ait un 1, qu'il y ait les lettres Bruxelles, ou que ce soit un train. Ce n'est pas le symbole Bruxelles qui m'intéresse, mais bien le fait que ce soit la ville qui soit concernée par cette image. Et quand je dis ville, ceci est un concept avec ses implications, tout comme l'est un document visuel comme une photo ou une organisation comme Thalys. Aussi, l'open data peut venir compléter ce réseau d'informations et, par exemple, ancrer Bruxelles au pays de la Belgique et de bâtir ainsi un réseau d'informations aux connexions hautement dynamiques. Et comme le fait, en bout de chaîne, que ce 1, dans ce contexte, ce 1, ce symbole, signifie première classe. Eh bien, ça peut paraître trop beau pour être vrai, de résoudre aussi facilement ces problématiques. Eh bien, il faut savoir que ces initiatives ont un nom, RDF, OWL, ontologie, raisonnement, règles d'inférence, triple store. En fait, tout ça, ce sont les standards sémantiques portés par le World Wide Web Consortium depuis le début des années 2000. Et aujourd'hui, enfin, ils se font entendre sur la problématique de cette data. Et à Perfect Memory, à titre d'exemple, nous avons construit notre solution sur ce paradigme. Par exemple, ce web sémantique dont on parle ici, son principe fondamental, c'est de passer d'un réseau dit documentaire, donc de données, vers un réseau de ressources, d'informations interconnectées. Et avec tous les formalismes et standards aujourd'hui qui existent et qui sont, par exemple, largement mis en œuvre au sein du Linked Open Data, dont Wikidata, par exemple, est l'un des acteurs importants, et qui permet de ne pas constamment réinventer la roue, de s'appuyer sur de la connaissance partagée, pour toujours rendre plus explicite l'implicite porté par nos données. Respecter des standards, pour raisonner au niveau information, c'est lever les ambiguïtés, c'est faciliter l'accès aux données, c'est ranger nos chambres, en fin de compte. Et cette structuration de connaissances formalisée apporte au métier les moyens d'accéder au contenu recherché, selon le langage métier, peu importe la donnée persistée, et obtenir les résultats attendus. Et donc, à titre d'exemple, la solution de Perfect Memory a été construite selon les standards des technologies sémantiques, et ce qui permet par essence de répondre à des besoins d'accès aux données, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur symbolique, selon une approche métier. Peu importe que la donnée initiale soit photo de Thalys dans une gare, je peux rechercher photo, train, première classe et obtenir mes résultats, car nous avons explicité tout cet implicite porté par les données.
En conclusion, mon message aujourd'hui, c'est pensons information et non données. Car penser information et non données permet de résoudre des points de pénibilité fréquents. La donnée n'est plus accessible que pour celui qui l'a produite. Il n'est pas nécessaire de connaître la donnée persistée pour retrouver ce que l'on cherche. L'approche par graphe permet d'être hautement évolutif quant à la prise en compte de l'évolution de besoins métiers. Point très important, c'est le métier, enfin, qui mène le modèle et non le système. Et nous pouvons adopter une approche vertueuse, n'impliquant pas de réinventer constamment la roue en matière de modèles de données. Je vous remercie et j'espère que ces messages ont résonné chez vous. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très simple et très pertinent. Merci. Et surtout sur un sujet qui existe depuis longtemps. En fait, j'ai un doctorat sur le web sémantique. Oui. Et c'est la première fois que j'adhère au discours parce que c'est séduisant pour la première fois. Et par contre, j'ai une petite question. Pourquoi vous n'avez pas utilisé le terme ontologie? Il est passé très vite. Quand j'ai parlé des standards sémantiques, en fait. D'accord. Mais je voulais juste savoir, c'est parce que vous l'avez fait exprès, parce que pour les connotations qu'on connaît tous pour l'ontologie, ou ça a changé le nom, le terme entre-temps, où il y a un nom plus séduisant, ou ça évolue? Non, le terme est toujours ontologie pour définir les modèles de données sémantiques. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un peu perçu comme un gros mot, pas forcément compréhensible par tous. Donc disons qu'on ne va pas forcément le mettre en avant quand on veut être un petit peu pédagogue sur ce que ça change. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà.